Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo où on va parler encore de documentation technique et donc sur la dernière vidéo, parce que c'est la dernière vidéo de la série et qui va concerner donc les sismogrammes. Alors qu'est-ce que c'est que les sismogrammes? C'est en fait une étude des temps opératoires et éventuellement de leurs améliorations sur un poste de travail. Alors d'abord, un petit rappel des vidéos précédentes. Donc on a vu en fait précédemment les données de lancement de production et on a vu qu'il y avait un système d'information qui centralisait toutes les données techniques, donc qui est le système informatique de l'entreprise la plupart du temps, et qui peut faire des liens entre de la comptabilité, par exemple ressources humaines, recherche et développement, les achats, le commercial, les méthodes, le bureau d'études, etc. etc. Tout ça, et notamment pour la gestion de production, va être synthétisé par la fiche article. Donc la fiche article va comprendre un code, une désignation. Alors j'ai mis fournisseur, mais après il y a tout un tas d'informations qui vont venir se coller dedans. En fait, la fiche article synthétise toutes les données qu'on peut avoir sur la fabrication d'un produit. Alors à partir de là, donc on récolte ces fameuses données techniques, donc du système informatique, bien évidemment, et ça va nous permettre donc, comme on l'a vu, l'interconnexion des différents services, mais nous, on va se centraliser sur les services qui concernent la production. Donc maintenance, bureau d'études, méthode, ordonnancement, planification, achat, etc. Bon, j'ai pas tout mis, puisqu'il peut y avoir logistique éventuellement, qui vient se greffer derrière. Alors, ce qui nous intéresse, nous, ici, ce sont les cohérences qu'ils peuvent avoir dans les échanges d'informations. Donc, les données techniques qui sont transmises, il faut aussi qu'elles donnent de l'information. Donc, la différence qu'on fait entre données techniques et information, une donnée technique, bah, c'est un chiffre, tout simplement, en fonction de certains critères, une évaluation qu'on a faite, et il faut que ça devienne une information, ça veut dire qu'il faut que ça nous serve à faire quelque chose, à prendre des décisions. Hein, c'est ce qu'on a vu tout au début de la série de vidéos. Il faut parler donc le même langage, de façon à ce que tout le monde puisse se comprendre. Donc les différents services, que ce soit ici en termes de gestion de production ou même de comptabilité, par exemple, si on fait des prix de revient, par exemple. Et donc, pour essayer d'avoir un même langage, il faut que les désignations puissent être compréhensibles par tout le monde. Hein. Alors, le problème qui peut se poser si les désignations ne sont pas claires, c'est qu'il peut y avoir des malentendus sur la transmission d'informations, hein, qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises. Et donc, cette mauvaise qualité d'information va donner des coûts supplémentaires, ou peut donner des coûts supplémentaires. C'est-à-dire que on va oublier certaines informations et on n'en tiendra pas compte, et puis on va se rendre compte qu'en fait, il nous manque soit des éléments, soit les éléments ne sont pas complets dans le sens où on n'a pas fait la production qui était demandée, etc. Et donc voilà, c'est le genre de problème qu'on peut avoir, et donc ça va générer évidemment des coûts supplémentaires parce que ce sont des non-qualités. Et donc pour essayer d'éviter ce genre de problème, on va codifier les informations au maximum de ce qu'on peut faire dans un système d'information, et notamment dans le système d'information de la gestion de production. Et donc on va codifier notamment les produits, d'accord? Et donc les produits, on va les retrouver dans les nomenclatures. Donc encore une fois, ça fait partie d'une vidéo précédente. Et ces nomenclatures, qui est une liste en fait des produits, hein, et de leur composition, qui ont aussi des codes, et qu'on va développer dans la vidéo suivante. Alors les tâches, pareil, hein, donc on va effectuer des codes sur les différentes tâches, de façon à pouvoir les réutiliser. Il y a une espèce de standardisation qui va s'effectuer, et on va retrouver donc ces codes des différentes tâches dans les gammes opératoires. Donc ça aussi, ça fait partie d'une vidéo. Et donc on aura après toutes sortes de documents techniques. Alors, dans les documents techniques, il y a un qui va nous intéresser plus précisément dans la gestion de production et dans le lancement de la production ou dans le suivi de la production, que sont les fiches suiveuses, qui est une synthèse un peu de gamme opératoire qui récolte tout un tas d'informations, qui nous permet, une fois sur comment dirais-je, la production, donc dans les ateliers si vous préférez, de suivre l'évolution en fait de la production. Ça va. Donc ici, la petite douchette avec le code barre, en fait, ça nous permet simplement de rentrer tout ça dans le système informatique.
Voilà. Et donc, ces informations de cohérence, etc., il faut que ça reste utile pour les personnes qui vont se servir de ces fameuses suiveuses que sont les opérateurs. Ça va. Donc c'est pour ça qu'on met le code, mais bon, pour l'opérateur, un code, ça ne lui parle pas beaucoup. Par contre, le libellé, la désignation, lui, ça va lui parler évidemment beaucoup plus. Donc c'est pour ça qu'il y a une désignation. Alors revenons sur le produit, et notamment, donc ici je vais travailler sur le produit complexe, c'est-à-dire que les produits qui sont composés de différents éléments. Et donc on va lui affecter un code. D'accord. Et donc le bureau des méthodes et le bureau d'études vont ensemble déterminer un peu toutes sortes de codes, donc notamment des codes sur la nomenclature, donc le numéro de pièce qu'on va retrouver sur le nom de la nomenclature. Alors des sous-ensembles, il y aura un code, les composants, il y a un code, et ici je ne les ai pas mis, mais il y a aussi de la matière première qui a aussi un code. Tout ça va rentrer ou s'identifier dans la gamme de montage, donc qui va en fait désigner toutes les opérations qui sont nécessaires pour pouvoir construire, assembler les différents éléments. Donc là, pareil, sur la gamme, on va retrouver un code, on va retrouver le code de la nomenclature, donc ce qui nous permet de faire le fameux lien dont j'ai parlé tout précédemment, voilà, avec des codes de phase, donc sur les opérations à effectuer. On retrouve la même chose sur les gammes opératoires. Je rappelle que la gamme opératoire est ce qui concerne la transformation de la matière première en produit fini ou semi-fini. Ça va, donc qui rentre dans la gamme de montage pour pouvoir assembler en fait l'ensemble. Donc là, on retrouve exactement les mêmes éléments avec les codes, les phases, etc., avec les temps de préparation, temps de production, etc. Et tout ça, Bloom, on va le retrouver dans notre fameuse fiche article, et donc ça va nous servir pour les différents services qui vont s'en servir pour pouvoir faire le lancement de la production. Donc tous ces codes, toutes ces informations vont nous servir à faire un lancement de production, c'est-à-dire transformer une commande client en un produit fini et en une réponse à une commande. Alors, dans certains cas, on peut avoir des dossiers de fabrication. Alors, ce n'est pas toujours le cas. On a parfois que des fiches suiveuses, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Mais bon, ici, je prends, disons, la méthodologie la plus évoluée, si je puis dire, ou la plus fine, avec beaucoup d'informations, mais dans certaines entreprises, on n'a pas autant d'informations. Ceci dit, on a donc dans le dossier de fabrication un plan de détail qui représente en fait la pièce à fabriquer avec des indications en termes de tolérance, de qualité de produit, de qualité de matière première à utiliser, et avec éventuellement des possibilités d'utiliser, si on n'a pas en stock la matière qui est recommandée, au premier choix, on a parfois un deuxième choix, parfois des indications sur la façon de procéder ici, voilà, ici par exemple, ici pour un contrôle, là. Donc ici c'est pour faire un contrôle. Donc on aura dans ce fameux dossier donc la fameuse fiche suiveuse qu'on appelle aussi ordre de fabrication. Donc ici je vous ai mis un exemple, mais sachez simplement que chaque entreprise a sa façon de faire et donc elle présente ses fiches suiveuses suivant ce qu'elle fabrique et la façon dont elle a l'habitude de travailler en fait. Voilà, ici vous aurez donc une fiche d'outillage qui va regrouper en fait tous les outillages nécessaires. Donc ici vous avez des libellés, alors théoriquement il devrait avoir un code. D'accord, un code pour chaque outil qui doit être utilisé. Donc de manière à ce qu'on puisse se retrouver. Voilà, ici vous aurez donc une gamme opératoire avec la liste de ce qui est à effectuer, avec toutes les indications, parfois même en termes de qualité, donc en termes de finition par exemple, quel fini on veut, l'état de surface, si c'est brillant, pas brillant, etc., si c'est brut, enfin voilà, les indications de cet ordre-là. Vous aurez également donc un dossier de montage, donc là qui est l'assemblage des différents éléments, et là vous aurez un plan d'ensemble qui permet à l'opérateur, au monteur, de voir un petit peu où se situent les différents éléments. Et donc ici tous les repères, donc ici vous avez des petits cercles là, ici voilà, des cercles ici, avec une ligne qui indique en fait le code, ou le repère si vous préférez, de la pièce dans son ensemble.
et qu'on doit retrouver, bien évidemment, dans la nomenclature. Vous aurez donc la gamme de montage. Alors ici, ce que j'ai voulu mettre en évidence, c'est une gamme avec un petit schéma qui représente, par exemple, l'ordre dans lequel il faut assembler différents éléments, avec des schémas de détail qui permettent d'accentuer en fait des remarques sur la façon de procéder. Donc en donnant plus de détails, en faisant un peu comment dire, des représentations plus détaillées, plus visibles, sur laquelle on va zoomer, par exemple, de manière à ce qu'on ait des informations les plus précises. Au plus on est précis, au mieux c'est, au mieux on évite les erreurs. Hein. C'est un peu ça l'objectif. Voilà, donc on a aussi donc ici la nomenclature qui donne des informations, qui permet de repérer par rapport au plan d'ensemble qu'on a vu. Ici, c'est la gamme de montage, même si c'est marqué gamme d'usinage. Bon, parfois, les entreprises, on utilise exactement le même document, elles ne s'embêtent pas. Bon, voilà, bon, ça arrive. Sachez que ça peut arriver, ça. D'accord ? Alors, dans la vidéo précédente, justement, on a travaillé sur le poste de travail et on a d'abord observé l'ergonomie en analysant les données qu'on peut récolter, notamment sur la fatigue, sur le positionnement du travailleur. Donc ici, par exemple, vous avez un soudeur qui est accroupi et travailler dans cette position toute la journée peut créer des douleurs, notamment dans les genoux, une fois qu'il arrive à 50 ans, par exemple. Voilà, donc ça, c'est des données qui doivent être entrées dans une base de données, bien évidemment. Alors, l'espace de travail, c'est tout simplement l'endroit où travaille la personne. Donc, est-ce qu'il a suffisamment d'espace pour stocker donc le matériel qu'il va utiliser, les outillages qu'il va utiliser, les stocks en amont, les stocks en aval, donc qui sont les stocks d'entrée et de sortie en fait sur son poste de travail. Voilà, donc ça c'est un peu son espace de travail, c'est l'opérateur qui se déplace un peu dans cet espace. Alors l'espace de stockage, comme je viens de le signaler, donc il y a un espace de stockage en entrée, un espace de stockage en sortie, il faut qu'il soit accessible. Alors pas forcément à l'opérateur, donc ça c'est une priorité évidemment, mais aussi aux gens qui vont enlever en fait les produits qui ont été réalisés. Donc d'abord amener les produits à réaliser et ensuite sortir les produits qui ont été faits. Donc là, on peut utiliser différents outillages, si je puis dire, ou machines, comme des transpalettes ou des chariots élévateurs, ou même un pot roulant quelquefois. Et donc, il faut l'espace, évidemment, pour pouvoir manutentionner et donc, manipuler, si vous voulez, les différents engins. Après, il y a un rangement d'outillage, donc tout ce qui est nécessaire pour l'ouvrier pour pouvoir travailler, donc, mais qui soit à sa disposition et rapidement. D'accord ? Donc il ne faut pas qu'il commence à chercher après des petits outillages, marteau, lime, que sais-je, enfin tous les petits outillages dont il peut avoir besoin sur son poste de travail. Il faut que ce soit à chaque fois à portée de main et évidemment en bon état. Alors, disposition de l'ensemble, et ça va nous intéresser pour le sismogramme notamment, tout simplement parce que là, c'est une représentation, donc c'est un plan d'implantation en fait, qui représente un peu où se trouvent les outillages, où se trouvent les zones de stockage, où se trouve l'espace de travail, et quelles sont les distances que doit parcourir en fait l'opérateur pour passer, par exemple, pour aller chercher des outillages, ou pour mettre dans le stock, ou pour aller chercher des pièces qui sont dans le stock d'entrée. Les matières premières éventuellement. Et donc voilà, donc ça sert à ça sert à voir les déplacements. Alors on a toutes sortes d'outils, des diagrammes à spaghetti, enfin voilà, on a des outils qui nous permettent de voir un peu les parcours à effectuer et essayer donc d'améliorer au mieux ces ensembles-là. Donc toutes ces informations-là, elles sont récoltées bien évidemment et elles rentrent dans une base de données qui sont gérées par le service des méthodes dans la plupart du temps. Donc ça peut aussi être transféré à la qualité, ou si à service ergonomie, évidemment, les informations sont transmises aussi au service ergonomique. Voilà pour cet petit rappel concernant les différentes vidéos que l'on a pu suivre. Et ici, ce qu'on va faire avec ces informations, c'est de voir comment on va les intégrer dans le sismogramme. Alors, les critères de fonctionnement. Et donc, en fait, le sismogramme va nous aider
Et le poste de travail, l'analyse du poste de travail qu'on vient de faire va nous aider également dans l'optimisation de la productivité. En fait, le simogramme, c'est une espèce d'optimisation de la productivité, mais on va voir dans certains critères, avec certains critères. Donc, minimiser la durée du poste de travail, donc ça, c'est un objectif commun à toute entreprise, et on va appliquer une méthode, la plupart du temps, assez simple, qui est la méthode CAP, qui est un acronyme qui signifie simplement combiner, c'est-à-dire est-ce qu'on peut synthétiser des opérations, est-ce qu'on peut les regrouper, par exemple, est-ce qu'on peut les améliorer, c'est-à-dire qu'elles existent, on ne va pas changer fondamentalement la liste, mais on va voir si on ne peut pas, par exemple, faire un investissement, donc acheter un nouveau matériel pour améliorer simplement ce qui est fait. Ça va? Donc parce qu'il y a une nouvelle technologie, tout simplement. On va voir aussi si on ne peut pas permuter dans l'ordre dans lequel c'est fait. Donc souvenez-vous qu'on a un service ordonnancement qui vous donne un ordre dans lequel effectuer les différentes commandes ou les différentes opérations, ou dans la gamme opératoire également, qu'on retrouve dans différentes opérations qui peuvent éventuellement être interverties. Alors ça peut être dû par exemple à une amélioration. Si vous avez investi dans un matériel de manutention par exemple, eh bien, on se rend compte qu'on peut permuter 2 opérations, tout simplement. Voilà, parce qu'on a un impact avec, je sais pas moi, par exemple, pour roulant. Ici, j'ai pas fait de photo, donc si je vous parle comme ça va faire un peu bizarre, mais si vous avez une potence sur un poste de travail avec un talon pneumatique, eh bien, vous pouvez manipuler beaucoup plus facilement des quantités plus importantes. Du coup, eh bien, on n'est plus obligé de faire des pièces par pièce et de se déplacer. Et donc, on va directement, par exemple, mettre sur palette des ensembles plus importants. Donc, des bacs de pièces, par exemple, plus importants. Ce qui va réduire l'espace, par exemple. Voilà. Et donc, si je réduis l'espace, eh bien, je peux peut-être permuter 2 opérations. Alors, à voir, évidemment. Hein. Donc, encore une fois, il faut aller... Donc, ça, je vais vous le répéter tout au long de cette vidéo. Il faut aller voir sur place si c'est faisable. Ça va? Donc là, si c'est un plan d'implantation, comme on l'a vu, c'est très bien. Ce sont des données qui sont importantes. Mais il faut aller sur place et vérifier pour voir si véritablement on n'est pas embêté. Puis si par exemple vous avez votre potence qui est fixée sur un poteau de l'entreprise, et s'il y a un système de sécurité, genre extracteur par exemple, vous ne pouvez pas mettre votre potence n'importe où, ou la manipuler sur tout l'espace par exemple. Vous voyez, donc ça, ce sont des contraintes qui viennent s'ajouter à la production. Voilà, et donc on peut aussi éliminer une opération si c'est faisable. Principalement, on va travailler sur des tâches. Donc ça, c'est vraiment l'objectif premier. Mais indirectement, on va aussi travailler sur des espaces, sur de l'ergonomie, sur des dispositions, en fait, comme je disais, donc avec des investissements, par exemple, si on a des systèmes de rangement plus efficaces, évidemment qu'on peut gagner du temps et sur les différentes tâches. Et par contre, les tâches peuvent parfois évoluer. Voilà. Et donc, les objectifs, ça va consister à étudier la possibilité d'avoir un opérateur sur plusieurs postes. En fait, c'est ça qu'on vise avec le simogramme, c'est d'avoir un opérateur sur plusieurs postes. Alors, comment on fait ? D'abord, on va faire un déroulement des différentes phases. Bon, maintenant, vous connaissez un peu les phases, vous voyez un peu ce que ça veut dire. Donc, c'est des opérations, en fait. Alors, ici, on va décomposer le travail en éléments bien déterminés. Donc, ça ressemble un peu à ce qu'on fait avec le taylorisme. Hein. C'est un peu dans la même veine, si je puis dire. Pareil, hein, on va relever les temps d'exécution de chaque élément. Donc là, c'est du chronométrage, hein, on est bien d'accord. Établir le simogramme. Alors, pourquoi ? Parce qu'on va aller sur place et on veut savoir si les données que l'on a, parce qu'elles peuvent dater, par exemple, les données. Et donc, il y a peut-être eu des changements qui n'ont pas été, comment dirais-je, répertoriés dans la base de données. Donc, on va faire un petit contrôle pour voir un peu si tout est OK avant de faire quoi que ce soit. Donc, on va établir le simogramme, donc, qu'on peut représenter sous une forme qui ressemble à un planning de Gantt.
Ne vous inquiétez pas, hein, pour la représentation planning de Gantt, je vais vous donner un exemple qui va vous donner la représentation de ce que ça fait en termes de graphisme. Alors déterminer la durée de la période, c'est-à-dire du cycle de production, c'est un peu ça que ça veut dire, et chercher une meilleure combinaison, donc machine-opérateur. Donc ça, parce que là, il y a de nouvelles contraintes qui vont venir s'ajouter dans le fait que j'aurai un opérateur pour plusieurs machines. Alors, quand utiliser le simogramme, définir les différents scénarios de variation du takt time, par exemple. Alors, le takt time, c'est en fait le rythme de production sur chaque poste de travail, de manière à rendre un flux de production le plus fluide possible. Tu vois ? Alors, ajuster les temps d'une chaîne de production. Donc, quand on va faire cette opération de... Donc, quand d'abord, on a des... Donc, les scénarios, c'est-à-dire qu'on va comment dire, on va évaluer la possibilité de changer en fait le takt time, donc le cycle de production sur chaque poste de travail. Et après, il faut ajuster en fait sur la chaîne de production. Donc ça, c'est par exemple quand on achète une machine neuve qui a un taux de production plus rapide que ce qu'on avait auparavant. Donc, soit on ralentit la machine, tout simplement, hein, ça c'est une possibilité, soit on augmente tous les autres postes de travail. Donc après, il faut voir si on est capable de le faire. Donc un simogramme peut servir à ça. Analyser des propositions d'amélioration de productivité. Alors là, c'est dans le cadre où on n'achète pas forcément une nouvelle machine, mais on va améliorer les productions avec la fameuse méthode CAP dont j'ai cité tout à l'heure. Donc combiner, améliorer, permuter, éliminer. Donc si on élimine une opération, par exemple, est-ce que on va pas impacter tout le flux de production et comment ce flux est impacté. Et donc le simogramme va nous permettre de voir un peu si on peut pas modifier certaines opérations, par exemple. Parce qu'on va récupérer du personnel, ou de l'espace de stockage, ou de l'espace de travail, etc., etc. Enfin, tous les éléments qu'on a vus précédemment. Alors, définir les temps de cycle ou de changement de série. Donc ça, c'est un autre outil qu'on appelle le SMED, Single Minute Exchange of Die. Donc c'est un acronyme anglais, anglais, je crois, qui nous donne, en fait, qui nous dit, on doit changer l'outillage en moins d'une minute. Donc c'est un objectif, évidemment. Et donc cet outil-là nous sert simplement à diminuer les temps de série. Mais dès que vous faites ça, évidemment, vous retombez dans ici la variation, ici voilà, dans les variations de takt time. Alors variation de takt time, ça peut être dû à ça, mais ça peut être dû aussi à plusieurs productions sur la même ligne de fabrication, quoi, hein. Ça peut être dû à ça aussi. Voilà. Et donc on peut aussi améliorer une VSM. Alors mon anglais n'est pas très bon, mais c'est Value Stream Map, donc c'est une cartographie en fait de la ligne de production avec les fameux temps de cycle, enfin les différents temps, les temps de stockage, etc. Voilà à quoi ça peut servir. Alors, la définition des temps maintenant, donc pour faire tout ça, donc comme on l'a vu, donc on a vu qu'on va aller dans le détail des temps en fait. Donc on va déterminer des temps dits manuels. Donc ça c'est une opération que l'opérateur est obligé d'exécuter. Donc c'est un travail physique dans ce cas-là. Les temps technologiques, c'est justement quand il n'intervient pas du tout. Donc ça c'est la machine qui va travailler à sa place. Les temps technico-manuels, donc ça, ce sont des temps qui sont combinés, c'est-à-dire qu'il va agir sur la machine ou sur le processus de production, d'accord ? Il va démarrer, par exemple, une machine, hein, voilà, ça, c'est un technico-manuel. Il y aura les temps masqués, donc ça, ne vous inquiétez pas, on va avoir une représentation graphique qui sera beaucoup plus claire que simplement l'énoncé comme ça. Donc en fait, retenez simplement pour l'instant qu'un temps masqué, ce sont deux opérations simultanées et donc sur ces deux opérations-là, on ne va en retenir qu'une seule, en gros. Voilà. Sauf que, dans la plupart du temps, on n'aura pas qu'une seule, on aura un débordement puisque en fait, on ne pourra pas faire tout en temps masqué. Donc, temps masqué, ça veut dire deux opérations en même temps, mais pendant qu'il y en a une qui se fait, un ouvrier peut faire autre chose. Ça va ? Donc, le temps résiduel, c'est l'écart qu'il peut y avoir entre deux éléments, deux lignes de production sur lesquelles travaille un opérateur. Et donc, il peut y avoir un écart entre les deux temps masqué et temps technologique. Alors, le temps d'équilibrage, lui, c'est un temps qui va nous permettre justement de rétablir en fait
comment dirais-je, une synchronicité entre les différentes machines, parce que en fait, les temps ne sont pas forcément synchrones. Ça va. Donc, on n'a pas forcément une compatibilité exacte en termes de cycle de production entre les deux machines. On ne peut pas forcément les mettre l'une à côté de l'autre, c'est ça que je veux dire. En termes de temps, hein, bien sûr. Alors justement, pour représenter ça, on va voir ça sous une forme de ligne de temps. Voilà, et donc là, on va représenter une première production, voilà, sur une ligne de temps. Et on va avoir un temps technologique, comme on l'a indiqué juste avant. Voilà, un temps manuel, donc voilà, pour lancer la production. Voilà, donc temps manuel 1, donc on lance la production, boum, la production est lancée, et puis automatiquement, bon, imaginons que ce soit mis sur la machine suivante, ou en stock. Voilà, alors on aura une deuxième machine, avec TM2 évidemment, temps technologique numéro 2. Alors ici, une petite remarque, hein, c'est que l'opérateur, il peut agir sur la deuxième machine que quand il a fini la première opération manuelle. Bon, je pense que vous l'aurez compris, c'est assez simple et logique à comprendre. Et donc, on aura une intervention théorique sur la fin du temps technologique numéro 2, donc de la machine numéro 2, c'est-à-dire ici, hein, voilà, ce qui a été représenté là. Voilà, et donc on a un temps de cycle numéro 2 ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, bon, ici, donc là, il va relancer, évidemment, hein, le temps de production sur la machine numéro 1. Et en fait, ici, ce qui va se passer, c'est que... en fait, il se déplace hein, ici. Oui, je n'ai pas indiqué, mais bon, TM1, bouf, il passe sur la machine numéro 2. De la machine numéro 2, donc une fois qu'il a fini, lui, ici, hop, là, il revient ici, quoi. Donc, il attend que la production soit terminée. Hop, il agit. Et pour agir sur le poste numéro 2, il ne peut pas agir tout de suite. Ça va, il doit attendre d'avoir fini TM1 pour pouvoir faire TM2. Donc ici, il y a un temps d'attente. Ici, hein. Ça va, donc il ne peut pas travailler, quoi, si vous voulez, dessus. Temps d'attente de la production, pas de l'opérateur. Et donc on a ce fameux temps masqué, là. Donc le temps masqué, en fait, c'est quand on a des temps technologiques qui sont masqués l'un avec l'autre, et même des temps manuels. Ça va, donc ici, par exemple, le temps manuel, il est masqué par la production ici. Et le temps M1, il est masqué en partie avec le temps de production qui est ici. C'est-à-dire qu'il est réalisé en même temps. Donc c'est ça qu'on disait, les opérations simultanées. Ça va, un temps de production et un temps de production, là, ils sont faits simultanément. Et on ne va compter que ce temps-là, si vous voulez, le temps masqué. Enfin, c'est pas tout à fait exact, on va voir pourquoi. Mais bon, pour l'instant, on en est là, quoi. Et donc, on a un petit problème ici avec ce temps-là, le temps impossible à réaliser. Et donc ici, on va dire, ici, voilà, on a un temps résiduel, en fait, ici, hein, entre les deux, là, entre les deux terminaisons des fins de production, on a un temps qui est en décalage. Donc on va appeler temps résiduel, tout simplement. Voilà. Alors, hop, qu'est-ce qu'on va avoir? On aura donc le fameux temps d'attente qui est dû au cycle 1, hein, puisque ici le TM1, il est prolongé par rapport à la fin de l'opération du temps technologique numéro 2. Ça va? Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, on va comptabiliser ce temps-là, et hop, on va le décaler, et on va le reporter ici. Et donc là, on va appeler ça donc le temps d'équilibrage. Donc ça, c'est le temps, comment dire, le TM2, il va être décalé, si vous voulez, sur cette période-là. Voilà. Et donc le TM2 ne peut démarrer que quand TM1 est terminé. Et donc c'est pour ça que on n'a pas une synchronicité parfaite entre les deux opérations. Et donc ça, encore une fois, hein, il faut aller sur place pour vérifier, pour voir si réellement on a cette différence et comment elle s'opère, si vous voulez, pour l'opérateur. Parce qu'il peut y avoir d'autres contraintes. Voilà. Résultat des courses, en fait, voilà le temps de cycle, si vous voulez, pour redémarrage des temps technologiques après sur le cycle suivant. Alors, maintenant, on va passer donc à une étude de cas, en fait, très simple, hein, pour vous montrer un petit peu les contraintes et parfois la complexité que ça peut représenter hein, de faire des simogrammes. Donc là, vous avez une gamme opératoire, tout simplement, avec les différentes opérations.
Alors, j'ai pas mis les codes, hein, mais bon, vous vous doutez bien qu'il y a des codes pour toutes les opérations. Et vous avez donc les différents types de temps, temps manuel, temps technico-manuel et temps technologique dans ce cas-ci. Avec des durées en 10 millièmes d'heure. Donc ici, je vous indique hein, à la fin, ici, voilà. Donc l'unité choisie 10 millièmes d'heure, donc ça justifie parce que les opérations possèdent une durée très courte de l'ordre de la seconde. D'accord. Voilà pourquoi on travaille en 10 millièmes d'heure ici. Et donc là, vous avez la machine qui représente les différentes opérations à effectuer. Voilà. Alors, la première opération, donc, c'est établir le sismogramme. Donc là, on va refaire un planning de Gantt, hein, tout simplement, avec une ligne de temps. Et on va inscrire les différentes opérations sur cette ligne de temps. Donc, de déterminer la durée de la période. Donc, ici, c'est les 135 10 millièmes d'heure. Rechercher à l'aide du sismogramme s'il y a intérêt à utiliser plusieurs machines commandées par le même ouvrier pour presser plusieurs pantalons dans ce cas-ci. Donc là, on va représenter donc, la gamme. Donc là, prendre et poser le pantalon, etc. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Bon là, je vous le refais ici, etc. Mais la personne qui analyse, normalement, elle sait de tête la gamme opératoire. Quand positionner le pantalon, voilà. Donc ça, c'est une opération manuelle. Verrouiller le plateau, ça, c'est technico-manuel. C'est un temps technologique puisque c'est une mise en forme, donc il va presser les deux. Voilà, et là, il doit actionner la pédale de séchage, tout simplement. Voilà, parce qu'il y a un séchage à effectuer, parce qu'il y a de la vapeur. Et un séchage automatique, donc ça, c'est comment dirais-je, la machine qui va l'effectuer. Et enfin, donc déverrouiller le plateau. Et en fait, il va évacuer comment dirais-je, le pantalon, donc le pantalon qui a été repassé. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, c'est d'examiner un peu ce qui se passe en termes de durée de période complète hein, avec deux machines. Donc là, on va mettre deux machines. Donc on sait qu'avec une machine, on a 135 10 millièmes d'heure. La production horaire avec une seule machine est donc de 70 000, donc ça fait dire une heure, divisé par 135, c'est-à-dire 74 pièces à l'heure. Donc on recherche s'il y a un intérêt à utiliser plusieurs machines. Le sismogramme, ici, est avec deux machines. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on met deux machines. Alors, on reprend un peu le principe du schéma précédent, c'est-à-dire que on va d'abord inscrire les temps manuels, d'accord, et technologiques, technico-manuels plutôt, voilà. Donc ici, on a la représentation des symboles, ça va, on recommence, bon, etc., voilà. Donc là, vous avez les temps manuels, les temps technico-manuels, et ici, vous avez les temps technologiques. Par contre, ici, ce qu'on voit apparaître, c'est le petit carré vert ici, qui est en fait le temps supplémentaire pour se déplacer entre les deux machines, en fait. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, donc, si on regarde la production, l'opérateur, il va passer d'une machine à l'autre, il va réaliser les temps manuels ou technico-manuels, il va repasser de l'autre côté. Donc là, il faut qu'on regarde s'il a le temps de passer entre les deux machines, ça va. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire son temps ici, hop là, ce temps technico-manuel, là, d'accord, une opération de séchage, si mes souvenirs sont bons, voilà, et il se redéplace de l'autre côté. Et puis, une fois qu'il a fini là-bas, il va faire son temps technico-manuel, là, pouf, et il va se redéplacer de l'autre côté. Ça va? Donc ici, on voit en décalage, donc là, on a une contrainte supplémentaire. Donc il y a un décalage ici par rapport à ce qui était prévu initialement. Et pour pouvoir faire son temps technico. Et c'est seulement quand il a fini ses temps manuels, lui, que là, hop, il va repasser de l'autre côté. Donc là, il y a un décalage, mais le décalage ici, il n'est pas, comment dire, pas qu'il n'est pas important, mais disons qu'il est moins significatif, puisqu'en fait, il va être en temps masqué. Hein, puisque la machine ici travaille et il va se déplacer pendant que la machine travaille. Et il peut même faire ses temps technologiques sur la machine numéro 1, pendant que la machine numéro 2 travaille. Donc ici, il n'y a pas besoin de temps, il n'y a pas vraiment un temps d'équilibrage, si vous voulez. Ça va? Dans ce cas-ci. Et donc ici, une fois qu'il a fini la machine numéro 2, et donc ici, en théorie, donc il a enlevé le pantalon, machin truc. Pardon. Et donc là, il a relancé, donc il va finir la machine numéro 2, mais on peut vérifier pour voir s'il ne peut pas relancer ici comment dire, le sismogramme numéro 1 ici à la fin du cycle. Donc il faut voir, mais il faut voir avec le temps de déplacement. Voilà, donc là, a priori, bon, ça peut fonctionner.
Ça va? Donc, a priori, alors pourquoi je dis a priori? Parce qu'il faut aller voir sur place pour voir si véritablement les déplacements peuvent se faire. Est-ce que c'est avec 10 millièmes d'heure? Est-ce qu'on a bien calculé le temps? Est-ce que, bon, voilà, il n'est pas perturbé parfois par d'autres choses? Voilà. Alors, la conclusion de tout ça, c'est-à-dire, alors ici, on est dans la partie théorique, voilà, puisqu'on a fait ça sur papier. Pas sur papier, sur ordinateur, mais je veux dire sur papier. Alors, la durée de la nouvelle période est de 165 10 millièmes d'heure, c'est-à-dire qu'un deuxième portalo s'exécute en 30 10 millièmes d'heure seulement. Donc là, il y a un gain. Donc ça vaut peut-être le coup de creuser un peu plus. Donc la production horaire des deux machines, donc c'est 10 000 divisé par 165 fois 2, donc ça veut dire 120 pièces. On avait 74 pièces à l'heure précédemment, donc ce qui nous fait un gain de 46 pièces. Oui, ce qui fait un gain de 46 pièces. Bon, je suis pas sûr que... Bon, enfin bref. Et donc, on peut affirmer donc qu'on a intérêt à utiliser les deux machines. Et donc, à partir de là, hop, on peut commencer à faire une analyse. Alors là, je vous recommande de ne pas vous arrêter à cet aspect théorique. Et je le répète une dernière fois, il faut aller sur place et vérifier si véritablement ça peut fonctionner. Parce que si les machines se trouvent, je ne sais pas moi, à 1 kilomètre, enfin non pas à 1 kilomètre, mais si elles se trouvent une à côté de l'autre, certes, mais si c'est encombré de, je sais pas moi, de stockage, d'outillage ou de je sais quoi, il faut aller sur place parce que quelquefois, bon, on désigne des emplacements bien précis, mais bon, les ouvriers ou les opérateurs peuvent changer certains mobilier, on va dire, parce qu'ils trouvent que c'est plus facile. Par exemple, avec une table, comment on appelle, une table à roulettes, par exemple, où ils disposent leurs outillages dessus, petits outillages à main, ou les documents, par exemple, ben, ça peut parfois être handicapant, parce qu'ils se baladent avec leur petite table à roulettes, quoi, parce qu'ils veulent les documents toujours à l'œil. Voilà, donc tout ça, c'est des petites choses qu'il faut aller voir sur place pour voir si véritablement on est dans le bon. Voilà. Ce que je voulais finir par vous dire, c'est que tout simplement sur une étude de cas comme celle-là, toutes les données qu'on a récoltées, notamment sur le poste de travail qu'on a vu tout au début, là, dans le rappel des vidéos, vont venir, comment dire, s'ajouter, s'incruster dans l'analyse qu'on va faire sur les deux machines, voir la possibilité si on peut faire sur deux machines. Et donc, notamment en termes d'ergonomie, de fatigue supplémentaire, parce que là, l'opérateur se déplace constamment entre les deux machines, donc peut-être que ça peut occasionner de la fatigue supplémentaire. Et donc, ne pas oublier que si un opérateur se fatigue physiquement, il perd de son acuité visuelle, etc., ou sonore, tout ce que vous voulez. Il est plus concentré réellement sur ce qu'il fait. Ça va donc, et donc, on peut perdre de la qualité, notamment. Alors, qualité, ça ne veut pas dire qu'on perd de la qualité sur le produit, mais en qualité, par exemple, sur la maintenance, c'est-à-dire qu'il fait plus attention au bruit bizarre que pourrait faire la machine, par exemple, et donc le signaler à la maintenance, et donc faire une réparation ou une maintenance préventive de manière à ne pas attendre une casse machine, par exemple. Vous voyez, donc c'est ce genre de choses auxquelles il faut veiller. Tout est relié, toutes ces données, en fait, ne sont pas à prendre séparément, à les cloisonner et à les mettre dans ce qu'on appelle des silos, hein, c'est-à-dire qu'on les étudie pour ce qu'elles sont et pas en lien avec les autres, les unes avec les autres. Et c'est ça le message le plus important que je voudrais faire sur la documentation technique et les données techniques qui sont incorporées dans ces documents, c'est que en fait tout est lié et toutes ces informations, elles doivent avoir un intérêt de manière, comment dire, synthétique, hein, donc elles sont englobées les unes dans les autres. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et ceci termine donc le cycle de la documentation technique et je pense refaire une série de vidéos sur une autre thématique. Voilà, merci encore et passez une très bonne journée.